Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Croisons nos savoirs. Vous allez pouvoir écouter différents balados qui permettront de croiser les savoirs entre un chercheur et une personne qui travaille sur le terrain. Pour les nouveaux auditeurs, sachez que vous pouvez dès maintenant visionner deux autres balados sur notre chaîne. Le balado d'aujourd'hui a comme sujet le récit de pratique en intervention collective. En résumé, nous aurons la chance de connaître les impressions autant positives que négatives d'une intervenante qui a participé à un récit de pratique qui a amené à la rédaction du livre Intervention collective et développement des communautés, coécrit par Denis Bourque et un de nos invités d'aujourd'hui, M. Clément Mercier. Donc, Clément Mercier est un travailleur social de formation. Il a été un professeur en organisation communautaire durant plus de 25 ans, dont 12 à l'Université de Sherbrooke. Madame Carole Mercier est notre invitée qui représente le terrain. Donc, Madame Mercier est une agente de développement à la MRC des Appalaches depuis 20 ans et ça fait près de 40 ans qu'elle travaille dans le monde de l'intervention collective et du développement. Bonjour, mon nom est Clément Mercier. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Carole Mercier. Alors, le récit de pratique en intervention collective, c'est le sujet dont on voudrait parler aujourd'hui. La recherche dont on s'inspire aujourd'hui nous est venue par une préoccupation sur les dimensions du métier, du support à l'intervention dans ces démarches-là. Il y a des acteurs qui sont intervenants collectifs, qui ont été déjà étudiés par d'autres. On a dégagé des fonctions, on a dégagé des compétences qu'on peut mettre en œuvre dans ce type d'intervention-là. Mais nous, ce qu'on voulait surtout examiner, c'était comment on réussit à fonctionner de façon efficace, de façon durable dans ce métier-là. Donc, on a fait le choix de contacter 12 intervenants de différents secteurs à qui on a proposé de développer des récits de pratique. Alors, c'est quoi les récits de pratique et pourquoi la notion de récit de pratique? La méthode du récit de pratique permet de dégager, et dans notre cas, à nous, ça sur quoi on a voulu se centrer, c'était de dégager au-delà de la formation disciplinaire ou professionnelle puis de l'expérience, quels étaient le profil particulier de ces intervenants-là, à savoir quel était leur parcours personnel, leur motivation, leurs valeurs. Bref, par-delà les fonctions officielles et les compétences, c'était les conditions de pratique qui nous intéressaient. Et là-dedans, il y a les dimensions de savoir-être, qui est très important. Comment on se construit dans la pratique, comment on se maintient dans la pratique et qu'on arrive à développer un style personnel. Et pour ça, le récit de pratique nous permettait d'aller derrière ce que c'est qu'on voit au quotidien. Bref, par le récit de pratique, on permet pas juste de décrire ce qu'ils font, mais comment ils le font et pourquoi ils ont choisi de le faire et comment ils réussissent à perdurer dans un métier qui est quand même assez difficile et assez complexe. Je tiens à mentionner que malgré, oui, c'est un travail qui est un travail d'équilibriste, que je nomme souvent les choses de cette façon-là, mais à la fois tellement stimulant. Tu sais, que tantôt, je disais que ça fait près de 40 ans, là, mais je vois pas, j'ai pas vu de jour dans ma profession où je me suis ennuyée puis j'ai été découragée au point de dire je vais quitter parce que, en fait, c'est stimulant parce que c'est tout le temps varié. On travaille toujours avec des personnes différentes, dans des contextes différents. On se rattache à des besoins de base, donc on est en mesure de faire évoluer aussi les situations. On la voit, cette évolution-là, on la constate, puis c'est très, très gratifiant pour nous comme intervenants, là. Tu sais, je pense que malgré toutes les difficultés, on est en mesure d'en profiter personnellement. Puis ça, pour avoir partagé souvent avec des collègues, c'est beaucoup cet élément-là qui vient équilibrer les exigences qui viennent quand même à la base, là. Tu vois, c'est un des éléments clés qui ne ressort pas nécessairement quand on lit sur cette pratique-là, ce qu'on en a fait. Et c'est quand on va s'asseoir puis qu'on va rechercher derrière la pratique
on peut comprendre et on peut dégager ces éléments clés-là qui font que les gens restent dans la pratique. L'intervenant est appelé à s'impliquer pour reconstituer son parcours et à décrire sa pratique selon, par ailleurs, des thèmes qu'on a convenus ensemble au départ, mais que c'est le chercheur qui dit, moi, la recherche que je fais, c'est sur ces éléments-là que je voudrais qu'on explore. Puis là, on s'entend que c'est comme ça qu'on va travailler. L'intervenant devient le principal producteur de connaissances, mais en même temps, il est associé ou en complicité avec le chercheur qui l'accompagne, qui lui fournit un cadre et qui réagit à son récit, en l'amenant à l'objectiver davantage, puis à lui donner une perspective plus large. Et ça, c'est une exigence qui est assez importante pour l'intervenant. Je ne sais pas si, Carole, tu te retrouves là-dedans. Tout à fait. Puis, tu sais, je dirais que à prime abord, moi, j'étais réticente à embarquer dans tout ce processus-là parce que je sentais que ça allait être exigeant, mais en même temps, je ne suis pas une personne qui, d'emblée, aime s'exposer. Donc, mes réticences venaient un peu de ça, mais en même temps, une fois que l'exercice a été terminé, ce que ça m'a permis à moi, c'est de me hisser un peu au-dessus de ma propre pratique, puis au-dessus aussi de mon parcours, parce que au départ, je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais à raconter? J'ai un parcours tellement décousu, tu sais, j'ai fait des formations l'une après l'autre, tout en travaillant. J'ai travaillé dans différentes organisations. Puis le métier d'intervenant ou d'agent de développement, ça ne s'apprend pas, là, tu sais, ça se construit. Mais au final, la démarche m'a permis vraiment de j'utilisais le terme courte pointe, là, mais de coudre les morceaux ensemble pour réaliser que ça avait tout plein de bon sens. Donc, ça m'a permis d'avoir une bonne appréciation du parcours que j'avais fait puis du travail que j'ai pu faire à travers tout ça. Donc, ça a été très enrichissant professionnellement de faire ce travail-là, puis ça l'a confirmé des éléments que moi, je qualifiais un peu d'intuitifs, mais ça les a confirmés comme étant des bons choix finalement. À un moment donné, je me rappelle que dans la discussion qu'on avait, je t'avais demandé, est-ce qu'il y a un modèle Mercier, un modèle Carole dans ce que tu fais? C'était dans le fond la courte pointe que je t'invitais à attacher ensemble. Une pratique semblable, c'est vraiment dégager quelque chose qui ne peut pas se formaliser ou se formater d'une façon standardisée. Oui, parce que tu sais, je regarde dans l'univers des agents de développement ou des organisateurs communautaires ou tout profil d'intervenants de cette nature-là, il en arrive de tous les horizons, de tous les types de formations. Mais ce qui relie tous ces gens-là ensemble, c'est souvent le savoir-être, la façon, l'approche, les valeurs. Tu sais, on est plus dans ce noyau-là. Je pense qu'au-delà des formations puis du bagage avec lequel chacun arrive, on se rejoint davantage sur des éléments qui ne sont pas formels. Là. Tu sais, quand je faisais la réflexion sur cette démarche-là, surtout quand j'ai reçu le livre qui a été édité à la suite des 12 récits de pratique, l'intervention collective et développement des communautés, je me disais, c'est quand même un beau legs à faire pour les étudiants qui auront à lire ce document-là. Pour moi, c'était comme une transmission que je voyais à travers ça. Et j'ai bien apprécié aussi qu'on relie tous ces récits de pratique-là à travers les éléments plus fondamentaux là, du travail social. Et ça, évidemment, ça, c'est la démarche de recherche qui le contenait, c'est-à-dire l'engagement qu'on avait, c'était des 12 récits, d'en faire une analyse transversale, non seulement en termes de parcours personnel et de savoir-être, mais aussi en fonction d'un certain nombre de thématiques qu'on avait au départ convenues. Et ça fait l'objet du livre plus
plus ça que les parcours personnels de chacun Mm. qui, eux, ont été synthétisés pour dire, ben là, voici, grosso modo, le profil de... Il y aurait une sensibilisation, je pense, qui serait vraiment intéressante parce que, outre le rôle important que peuvent jouer les intervenants, les organisations, c'est l'environnement dans lequel on puise un peu notre source. On peut être bon dans la mesure où notre organisation nous appuie, nous donne une bonne marge de manœuvre, comprend notre contexte de travail, la logique, l'approche, etc. Fait que, moi, c'est vraiment dans ces réseaux-là que je souhaiterais, en tout cas, qu'il y ait une sensibilisation qui soit amenée, là, sans pour autant porter l'attention sur des individus, mais plus sur les approches qui se dégagent, là, les conclusions qui se dégagent de tout ça. Là. Il y a un enjeu, en tout cas, dans mon cas, qui a été important, c'est toute la question de me rendre disponible parce que c'est une démarche qui a été quand même assez exigeante. Donc, Et longue. Et longue, oui, en aller-retour, correction, etc. Donc, ma disponibilité n'était pas si grande. Donc, il y a eu un défi important là, de placer ça à travers mon agenda. Donc, ça a été un des premiers défis. L'autre défi, c'est un défi à la fois personnel et professionnel, c'est que moi, j'aime. C'est un travail qui nous amène à travailler toujours un peu, à être un peu toujours dans l'ombre. Hein? Ce n'est pas nous qui sommes au premier plan, mais on accompagne des communautés, des groupes, des groupes de personnes et c'est eux qu'on pousse à aller de l'avant. Puis moi, ça correspond bien au profil de la personne que je suis, c'est-à-dire je suis bien, j'aime aider, soutenir, accompagner. Ce travail-là, cette démarche-là m'amenait à m'exposer et ça, j'étais vraiment pas à l'aise là-dedans. Donc, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. J'aime mieux mettre les autres de l'avant ou mettre les résultats, les initiatives de l'avant. Mais puis même quand c'est sorti, ce récit-là, je me souviens, on me disait, là, partage-le, on va le partager. Puis là, les gens me parlaient, mais ça m'a rendu très mal à l'aise. C'est juste à la fin, quand j'ai compris que les conclusions de ça étaient beaucoup plus générales, puis ressortaient au-delà de ma personne, que là, j'ai un petit peu plus apprécié l'avoir fait. Là, ça fait que ça a été un processus personnel que j'ai vécu à travers ça. Là, ouais. En fait, peut-être que je peux enchaîner avec comment moi, comme chercheur, ça peut représenter aussi des défis. Moi, je me suis toujours défini davantage comme un organisateur communautaire qui enseigne, mais qui, pour enseigner, a besoin d'avoir un lien continu avec la pratique, avec des méthodes de recherche qui me mettent en interaction avec les chercheurs. Et dans ce sens-là, je reste toujours comme avec un attrait, pour ne pas dire une certaine fascination, pour le type de pratique qui a été la mienne, mais que je continue à regarder, puis que surtout dans les conditions qui se sont détériorées graduellement, je suis toujours impressionné par voir comment les gens réussissent non seulement à survivre, mais à trouver des façons de faire qui permettent de surmonter les défis ou les difficultés qu'on leur donne. De sorte que pour le chercheur, c'est vraiment une interaction qui suppose beaucoup de respect, de sensibilité et de souplesse pour constamment respecter le savoir du sujet et non pas projeter sa propre perception et ses propres attentes par rapport à ce qu'il souhaiterait entendre et voir, dire. Puis autrement dit, dans le décodage, là, il faut à un moment donné être capable de mettre de côté sa propre perception puis d'essayer de voir comment, par rapport à des cadres plus généraux, son cas singulier dit là, ça apporte une pierre ou ça apporte même une critique ou ça apporte un regard critique sur c'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ce que c'est que la théorie ou le modèle qu'on connaît dit. Plus les gens écrivent, plus les gens réfléchissent, plus les gens, je pense qu'ils aident à documenter pour eux-mêmes et pour les autres la pratique. Mais dans le fond, ce que tu dis, Carole, c'est que c'était plus plus confortable de le faire pour toi, mais en disant l'exposer aux autres, ça, c'est plus inconfortable, c'est plus insécurisant.
tu sais, je soulignais l'enjeu du temps puis de la disponibilité. Puis, en tout cas, je sais que tous les agents sont aux prises avec les mêmes défis que moi, c'est-à-dire ils n'en ont pas de temps parce que c'est très demandant. En développement, c'est une chaîne continue. Plus tu développes, plus il y a des projets, plus il y a des projets, plus ça. Donc, c'est comme une boule de neige, là. À un moment donné, ça devient immense. Donc, plus le temps avance, on dirait moins on a de la disponibilité pour s'arrêter, puis prendre du recul, puis faire ce récit-là. En même temps que je dis ça, je me dis que ce serait tellement constructif de le faire. Ça nous aiderait, nous, à la fois dans notre propre travail, mais ça aiderait aussi les autres. Puis, tu sais, je réfléchissais avant notre discussion et je me disais, on est des intervenants collectifs, puis on est très, en tout cas, moi, c'est le collectif qui m'anime, c'est de mettre ensemble les choses, de travailler les gens, tu sais, faire travailler les gens ensemble. Et je me disais, c'est vraiment par les regroupements, c'est dans ces moments-là où on aurait le plus de potentiel de s'arrêter pour réfléchir à notre pratique ensemble. Puis, je pense à des exercices collectifs qui pourraient être faits au sein de certaines tables ou au sein de certains regroupements où on trouve surtout aujourd'hui avec les moyens technologiques qu'on a, d'enregistrer, de noter toutes ces discussions-là qu'il pourrait y avoir. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir le faire. Puis d'avoir des outils aussi pour nous aider à le faire. S'il y a des suggestions que je pourrais faire pour la suite des choses, ce serait vraiment aller dans ce sens-là, d'outiller. Peut-être il y a des gens qui seraient disposés à le faire de façon individuelle. Ça pourrait peut-être se faire dans le cadre de certaines formations, mais ça pourrait aussi se faire collectivement à travers des réseaux, des regroupements, etc. C'est vrai qu'on peut considérer que c'est beaucoup de temps d'accorder quand on en a peu pour faire une réflexion, prendre du recul et faire ce type de démarche-là qui consiste à noter puis à documenter. Mais c'est très profitable personnellement et professionnellement de prendre un temps d'arrêt puis un pas de recul pour justement revenir sur le travail qu'on fait. C'est un peu comme à l'état au niveau personnel de prendre des temps pour faire de l'introspection. Ben, c'est un peu faire une introspection sur son travail, sur sa pratique. Et ça ne peut qu'être profitable et pour soi et pour les autres et pour aussi au bénéfice des gens pour qui on travaille, des communautés pour qui on travaille. En fait, moi, j'ajouterais qu'au départ de cette démarche-là, moi, personnellement, j'avais un peu comme la grande question, est-ce qu'il y a une formation type qu'on pourrait développer pour permettre de produire, entre guillemets, ou coproduire, des agents de développement qui respecteraient l'ensemble des profils, mais qui permettent d'acquérir non seulement les outils pratiques, mais aussi les attitudes, les façons d'être, les valeurs, etc. Et au terme de la recherche avec les 12, j'en ai conclu que non, c'est pas. C'est-à-dire que c'est peut-être souhaitable théoriquement, mais ce n'est pas possible parce que c'est trop vaste, c'est trop complexe, c'est trop varié. On ne peut pas préparer à tout. Ce qu'on peut préparer par ailleurs, c'est que ce soit en travail social ou que ce soit en sociologie ou que ce soit en développement même organisationnel du côté de la gestion, en tout cas dans les disciplines qui s'apparentent à ça, qui permettent d'y préparer, de donner quelques outils d'acquisition et d'intégration dans une pratique qui permet de se développer, d'avoir des outils qu'on peut personnaliser, intégrer dans sa pratique, mais qui peut nous servir à partager, trouver le moyen de mettre en valeur davantage les savoirs pratiques sur le terrain. Monsieur Mercier, je compléterais en disant que un des éléments qui m'avait un peu que je dirais, qui m'avait gênée au départ, c'était toute la dimension personnelle. Mais au sortir de l'exercice, je me suis dit, c'est vraiment là-dedans que
façon de travailler prend ses sources. Tu sais, quand on parle de valeur, c'est intrinsèque, là. Ça nous appartient à nous. Donc, élément que j'ai apprécié plus tard, c'est la dimension, je dirais, holistique que ça permettait d'avoir sur la pratique, c'est-à-dire intégrer les aspects personnels puis l'histoire personnelle dans l'ensemble du récit. Et ça, je pense que c'est un élément qui va permettre de démarquer, en tout cas, s'il y a des outils à développer de votre part, il faut continuer de travailler à partir de l'ensemble de la personne, de l'individu. Je crois toujours que le mieux, c'est de croiser les idées, croiser les gens. C'est comme ça qu'on évolue, hein? C'est de cette combinaison-là qu'on ressort les choses les plus intéressantes. C'est ce qui conclut déjà ce 3e balado. Nous tenons à remercier chaleureusement M. Clément Mercier et Mme Carole Mercier d'avoir participé. C'était très intéressant. Nous tenons aussi à remercier les jeunes des centres jeunesse qui ont interprété l'indicatif musical d'introduction et celle que vous entendrez en conclusion. Ils sont vraiment talentueux. Le sujet du prochain balado touche un tout nouveau thème. Il s'agit de la santé mentale des jeunes en milieu scolaire. Donc, restez à l'affût en vous abonnant à notre chaîne Croisons nos savoirs et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et merci pour votre écoute. Les balados du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.